excusez de vous déranger, est-ce que vous voulez un Céline? Je vous l'offre gratuitement. Non, merci bien. Ça vous tente pas? Mais je vous le donne, hein? Non, non. Même gratuitement, vous voulez pas? Même gratuit. Monsieur, je vous offre un Céline. Vous en voulez un? Non, Vous merci. n'aimez pas Céline? Non. Monsieur, je vous propose un Céline gratuitement. Vous n'en voulez pas gratuitement, hein, c'est vrai. Non, vous connaissez Céline? Monsieur, cher monsieur, je vous offre un Céline gratuitement. Vous en voulez? Je ne dis pas vous. Vous ne lisez pas? Mais même Céline. Ça ne vous tente pas, Céline? Monsieur, je vous offre un Céline gratuitement. Il n'y a rien à la clé, hein, je vous le donne vraiment. Vous n'en voulez pas? Et vous, mademoiselle, vous n'avez pas de Céline? C'est plus que les gens veulent pas de Céline. Monsieur, je vous donne un Céline gratuitement. Vous le voulez? Gratuitement. Gratuitement. C'est trop gentil, ça. C'est gentil, hein? N'est-ce pas, Vous oui. le connaissez au moins? Non, non, pas du Vous tout. n'avez jamais lu? Non. Ah bon, D'abord, je ne suis pas lecteur, d'abord. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis retraité. Retraité. Et vous avez jamais entendu le nom de Céline? Non. Est-ce que vous aimez Céline? Écoutez, j'ai trop à faire pour vous. Bon, vous pouvez juste me dire si vous Non, aimez. soyez Céline. gentil, j'ai beaucoup à faire. Vous me dites juste si vous aimez ou Oui, si vous j'aime n'aimez pas. Céline, j'aime beaucoup Céline. Je l'aime pour des raisons que je ne peux pas vous raconter dans votre C'est histoire. vrai? Pourquoi vous ne pouvez pas me le Oui, raconter? parce qu'il était condamné. Monsieur Céline a été condamné à la libération. Ah, c'est pour ça que vous l'aimez? Ah oui, Ah, ça, c'est des raisons extra-littéraires. alors. voyez alors. Je ne suis pas un être de joie, je ne suis pas un passager. C'est pas ça, ça faut après que... non, j'avoue que je serai content quand je mourrai. Voilà, la vérité, c'est que je me désire mourir de façon la moins douloureuse possible. C'est tout, j'ai pas besoin, je ne suis pas assoiffé de douleur. Est-ce qu'il avait peur de la mort? Non, il s'y attendait, il a toujours été prêt. Vous savez, depuis 18, il était invalide 75%, ça représente un état très faible, n'est-ce pas, de santé. Donc il a toujours lutté. Il vous en parlait pas de la mort depuis? Si, il en parlait, elle était toujours avec lui, toujours présente, il trouvait que c'était une chose naturelle. Il avait des rapports difficiles avec les gens. Mais oui, parce que d'abord il n'entendait pas, il n'entendait que d'une oreille, donc Oui. ça, il ne savait jamais d'où venait le son, il se sentait toujours gêné, et puis une tension nerveuse, un petit peu pour écouter sans doute, pour parler. Quand il y avait deux personnes par exemple, il ne savait pas d'où venaient les sons, donc ça le troublait beaucoup. Et puis après les migraines s'enchaînaient, le travail, tout ça, il ne peut plus rien supporter du tout. Il aimait mieux ne plus voir personne. Autrement dit, il vivait là confiné dans cette chambre tout à fait solitaire. Complètement. Solitaire. Il n'allait même pas été au fond du jardin. Il allait à la grille sur une canne en se traînant. Il ne pouvait plus marcher. Et à la fin de ses jours, il bougeait plus de son bureau et de sa Presque chambre. plus. Non, il ne pouvait plus marcher. Il avait des vertiges, il tombait. Il était épuisé, totalement épuisé. Pendant que votre mari était malade et qu'il écrivait Rigaudon, il vous avait interdit de faire venir un médecin si son état de santé empirait. Pourquoi? Parce qu'il ne prenait pas beaucoup d'importance sur lui-même, sur sa santé, ça lui était égal. Il savait bien qu'il avait été au bout de ses forces, qu'il n'y avait rien à faire. Mais il se savait condamné? Oh, naturellement. Depuis longtemps? Bon, depuis sa sortie de prison, il ne vivait plus beaucoup. Et il trouvait que ça n'avait pas d'importance. Il en avait assez. Que tu râles, que t'es cocu, que je suis ton voyou responsable, que t'en peux plus. Va prendre le pile au cas unique de respirer. Viens voir avec moi si ça pique aux grandes ossellettes du Saint-Manté. Viens voir avec moi si ça pique aux grandes ossellettes du Saint-Manté. Et si on prend la vie comme une chose très amusante, dame, évidemment, alors en avant pour l'amour, mais alors avec toute sa vulgarité. Mais par exemple, je n'aime pas ce qui est commun, n'est-ce pas, ce qui est vulgaire. Je veux dire qu'une prison est une chose distinguée, parce que l'homme y souffre, n'est-ce pas? Tandis que la fête à Neuilly est une chose très vulgaire, parce que l'homme s'y réjouit. Je voudrais que vous nous disiez dans quelles circonstances vous avez connu Céline, comment et à quelle époque. C'est loin, c'est très loin. Je revenais d'Amérique, j'avais quitté le Père Comique, et je m'entraînais chez un grand professeur de l'époque, Madame d'Alexandrie. Et tous les jours, j'allais faire 4 ou 5 heures d'entraînement, de leçons. Et comme il s'intéressait à la danse, il allait chez l'Alexandrie regarder les leçons, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que je l'ai connu, petit à petit. J'étais assez sauvage, donc j'étais assez longue à accepter de lui parler. Puis finalement, ça m'a semblé très naturel. Mais vous avez été séduite par le personnage? Oh, il était extraordinaire. Comment était-il? D'abord, il était très,
n'était pas présent, il était très lointain, il avait quelque chose de mystérieux. Enfin, j'ai été très impressionnée par son personnage. Il était Très agressif attiré. dans ses rapports? Pas du tout. Non? Pas du tout. Mais il était doux? Il n'était pas là. C'était un être... C'était à quelle époque? Il était déjà connu comme écrivain? Il venait d'écrire Mort Crédit. Il était très fatigué, très las. À chaque fois qu'il faisait un livre, il était épuisé, n'est-ce pas? Il avait mis, je crois d'ailleurs, 10 ans pour faire Mort Crédit. Ça a été très très long. Et il se sentait fatigué. Alors pour lui, la danse étant une détente, il était attiré par le côté, surtout le côté travail, la danse classique, qui est très dure. Vous pouvez essayer de me le décrire comme vous l'avez connu? Oh, sur ses L'impression qu'il yeux vous qui a étaient... fait? Il avait des yeux tellement... où on sentait tant de... C'était ses yeux qui m'ont attiré surtout. Il y a Le quelque personnage chose. était... Oui, non, la silhouette était très, très belle. C'est-à-dire, il avait une allure de souplesse, ses gestes étaient gracieux. Et moi, je suis très impressionnée par les mouvements. Il n'était pas heurté, il y avait beaucoup de douceur dans ses mouvements. Il était grand, il était très beau, mince. Et tout était dans l'expression de ses yeux. Il était triste, songeur. Et vous avez vécu avec lui pendant très longtemps? Au moment où j'ai été avec lui, je ne l'ai plus quitté. C'était sans doute en 35, 36. Je n'ai plus quitté jamais. Est-ce que vous vous entendiez bien au début? Vous n'aviez pas de problème? Moi, je ne parlais pas. Il n'y a pas de problème. Je ne disais rien, j'écoutais. C'était pas la peine de parler avec lui. Il parlait beaucoup? Oui, il parlait, il se laissait aller. C'est-à-dire, c'était pas... il n'attendait pas de réponse. Alors nous s'entendions très bien. Comme moi, je suis pour le geste et je n'ai pas besoin de parler, ça me suffisait, c'était parfait pour moi. Et c'est ce qu'il demandait. Il n'avait pas besoin qu'on lui parle. Quand il travaillait, il me lisait donc le chapitre le soir de son travail, Oui. n'est-ce pas, pour sentir, d'abord sans doute pour s'entendre lui-même, puisque Oui. tout était rythmé, c'était donc un rythme, une musique. Oui. Et en même temps, sans doute, moi je ne pouvais pas donner mon avis, mais enfin, peut-être il essayait de voir l'effet que ça pouvait faire, probablement. Quand il écrivait quelque chose, il faisait plusieurs versions, je crois, non? C'est-à-dire, il recommençait sans cesse son ouvrage jusqu'à temps qu'il le sente prêt. Oui. Alors donc, il faisait des ratures, mais à chaque fois, il reprenait le tout. Il recommençait. Il arrivait à faire 10 fois certainement le livre, avant de terminer. Il n'était jamais content. Je crois qu'il aurait pu le faire éternellement, mais enfin, à un moment donné, il s'arrêtait. Mais c'était des reprises et des reprises du livre en entier. Vous ne vous êtes jamais ennuyé avec lui? Pas une seconde. Je m'ennuie maintenant, beaucoup. Et qu'est-ce qu'il admirait le plus dans la vie? Enfin, qu'est-ce qu'il trouvait La beau? légèreté, les choses qui sont... La poésie. Il aurait rêvé d'être poète, mais seulement poète. Il lisait beaucoup de poètes? Il aimait les poètes. Il aimait La Fontaine, il aimait tout ce qui était la poésie, la musique. Il était musicien. Avant tout, c'était un musicien. Votre mari avait bien des défauts. Vous nous avez fait le portrait d'un homme idéal. Mais un homme idéal, c'est pas drôle. Qu'est-ce qu'il avait comme défaut? Il n'aimait pas qu'on s'occupe de lui, c'est peut-être un défaut, mais c'est le principal, c'était très important. Peut-être. Il était assez brusque à cause de cela. Il Avec avait vous une aussi? façon de toujours... Oui, il n'aimait pas qu'on s'occupe de lui. L'amour, ça avait une grande importance dans sa vie? Aucune. Aucune. Enfin, aucune, je ne sais pas comment vous le prenez. C'est... Comment Qu'est-ce vous que le prenez, vous? L'amour au cinéma, par exemple. Enfin, c'était pas du roman. Il n'aimait pas faire de roman. À propos de cinéma, il allait souvent au cinéma ou jamais? Il y allait 5 minutes, il avait compris, s'en allait. Votre vie avec votre mari, vous pourriez m'en parler un peu, je sais pas, quelques anecdotes? De notre sur vie, elle lesquelles était vous très êtes simple. Je crois qu'un jour ressemblait à tous les autres jours. Il ne dormait presque pas, donc il était très fatigué à 7 heures. Il fallait qu'il se trouve enfermé dans sa chambre pour se reposer, s'endormir. Moi, je ne faisais pas de bruit, je restais là. Et je travaillais donc médecin de danse toute la journée, j'étais assez fatiguée aussi. Et nous avions une vie toujours la même. Nous ne sortions jamais. Et il lui travaillait. Surtout qu'il avait un peu de force, il se remettait à sa table. Autrement, il pensait sans doute à son travail, naturellement, toujours. Mais quelles étaient les compensations pour vous de Aucune. cette vie comme Simplement, je le voyais, de temps en temps, il m'appelait, nous parlions. C'est tout. Et ça me suffisait, d'ailleurs.
Comme il ne sortait pas, il cherchait peut-être à travers moi à savoir un peu ce qui se passait, ce que je voyais à la télévision, ce que j'entendais. C'était tous ses rapports avec le monde, il n'en avait aucun. Qu'est-ce qui s'est passé pour Nord? Je crois que... À Nord, en plus, nous avons eu un procès. Tout de suite à la mort de Céline, je crois que c'est 2 mois après, les Allemands nous ont fait un procès en diffamation. Pas de chance, n'est-ce pas? D'un côté ou de l'autre, je crois qu'il est assez... Oui. Vous avez été condamné à combien? Non, je crois que c'est dans les 20 millions, quelque chose comme ça. Non, mais apparemment, de son vivant, il ne pouvait pas vivre non plus de ses Il paraît droits que le livre ne d'auteur. rapporte pas, on m'a dit. Rigaudon? C'est du temps de Noël, je crois, mais seulement là, il pense à l'avenir, il ne voulait pas terminer sa vie à l'hôpital, il était hanté par la pauvreté, il ne voulait rien demander, sa fierté faisait qu'il voulait se préserver pour ses vieux jours, et ça ne lui a pas réussi, puisque cet argent, toutes ses économies, il les avait mises dans un coffre en Angleterre, Oui. après dans un coffre au Danemark. Il a eu tort sans doute d'aller confier son argent là-bas, dans un coffre danois. Et quand il a vu que les Allemands allaient aussi au Danemark et ouvraient aussi les coffres, alors à ce moment-là, il a eu très peur. C'est pour ça qu'il a été 2 jours en Allemagne pour donner sa clé de coffre à une danseuse qui était danoise et qui savait où était la banque. Pour lui prendre son argent, il l'a mis dans... Enfin, c'était une histoire. Et il l'a mis sous terre. Et quand nous sommes allés au Danemark pensant retrouver cet argent, la danseuse pensait que ça lui appartenait peut-être. Mais on ne peut pas dire qu'il avait un peu l'obsession de la persécution. Ou pas du tout. Il aimait les gens, mais il a tout de suite senti que, en effet, que quand on allait au bout des choses, on était fatalement la victime. Il faut être léger, il faut s'en fiche un peu. Et vers la fin de sa vie, il regrettait d'avoir été pas un petit peu plus insouciant. Et il vous en a parlé? Bon, il en parlait tout le temps. Oui, qu'est-ce qu'il disait à ce propos? Il disait qu'il avait pris la mauvaise direction, c'est tout. Et qu'est-ce qu'il aurait souhaité? Oh! Dans la vie, il disait qu'il faut être boxeur et jouer de l'accordéon. Oh, parce que comme ça, on s'amuse et puis on se défend. Vous comprenez, le vice de cette civilisation petite, cette petite imitation de la civilisation grecque, c'est qu'elle veut faire tout très vite, n'est-ce pas? Alors, c'est un peu la chansonnette. Encore une autre, donne-nous encore une, hein, dis donc, je t'en prie. Ah, encore une, ah, j'en veux une, ah, m'en donne une bonne. Bon, ça, c'est de la connerie. L'argent avait une grande importance pour Céline. Oui, parce qu'il le détestait, il le méprisait, absolument. Et je l'ai vu en maintes occasions, il en parlait tout le temps, mais absolument. On aurait pu lui offrir des sommes les plus fantastiques. Lui qui aimait tant sa liberté, ça aurait pu lui permettre absolument de faire ce qu'il voulait, c'est-à-dire partir au bord de la mer. Il n'aimait que l'eau et les bateaux. Oui, donc l'argent, pour lui, c'était l'indépendance et de faire ce qu'il veut, c'est-à-dire partir sur un bateau. Et puis c'est tout. Disparaître dans la mer. Moi, si j'étais dictateur, décidément c'est une manie, je ferais passer une autre loi, une encore et c'est la dernière. Premièrement, tous les juifs sur ce territoire, dès la déclaration de guerre, de 17 à 60 ans, demi, quart de juifs, matinée, mariés à des juives, francs-maçons, seront affectés uniquement aux unités d'infanterie combattantes et de première ligne. Troisièmement, toute infraction à ces articles sera punie de la peine de mort sans discussion ni murmure. Donc, tous les juifs en première ligne, pas de billevesées, pas d'estouffades, et pendant toute la durée de la guerre, aucun privilège admis. Les blessés juifs ne seront jamais évacués de la zone des armées. Ils guériront dans la zone des armées, ils crèveront s'il le faut dans la zone des armées, ils féconderont la zone des armées. Il faut se méfier toujours des juifs, même quand ils sont morts. Et alors, c'est assez étonnant de l'entendre dire, ou plutôt de le voir écrire, bon, il faudra mettre tous les juifs, femmes et enfants au premier rang, et puis que ce soit eux qu'on envoie au massacre. C'est affreux de penser qu'avec une phrase, on peut accuser un homme. Mais c'est grave dans ce cas-là. C'est très grave, mais il ne l'a pas fait dans ce sens-là, vous savez. Mais il a dit ça dans un moment de colère, comme moi, il m'aurait dit... Enfin, il m'a dit des choses comme ça à moi, je sais qu'il m'aimait bien, n'est-ce pas? Il m'a dit de telles expressions, mais si vous prenez l'expression elle-même, vous allez le trouver monstrueux, et ça, je n'y peux rien. Et comment se fait-il qu'il n'ait jamais exprimé de regret? Parce qu'au fond, même pendant la guerre, quand il a vu les massacres se produire... Mais il n'en savait rien, des massacres. Ce que vous appelez massacre, c'est-à-dire les camps de concentration, Oui. il l'a toujours ignoré. Et après Tout le la monde guerre, l'ignorait. quand il y a eu les rafles du Veldiv à Paris des Juifs, tout Paris l'a su. Maintenant, on le voit séparé. Vous savez, ces choses-là, je ne pense pas qu'il a pu le savoir. On voyait bien des Juifs se promener dans la rue avec des étoiles, enfin. Oui, ça, il le voyait, mais il ne prenait pas le problème du même point de vue, peut-être, je ne sais pas. Puis il ne voulait surtout pas s'en mêler. Oh, l'antisémitisme, ça, je crois qu'il en a toujours parlé. Vous savez, c'est l'époque aussi, c'est son époque, c'est l'affaire Dreyfus, ce sont ses parents, c'est toute
toute sa jeunesse peut-être, n'est-ce pas? Moi j'en ai entendu parler aussi chez moi, parce que sans doute, il fut un temps où il en était beaucoup question. C'était sans doute son intransigeance qui l'a rendu comme ça antisémite, si l'on peut dire. Il était de ce qu'il était. C'est-à-dire, mettons qu'il se trouve celte, je ne sais pas, moi je ne peux pas parler de racisme, c'est ridicule. Oui. Mais il se trouvait être ce qu'il était, d'une certaine consistance, il sentait certaines choses, et c'est ça peut-être qu'on appelle antisémite. Est-ce qu'il y a eu des attentats commis contre Céline? Des attentats. Je crois qu'il avait pas mal de gens qui auraient voulu le supprimer, c'est tout. Mais il n'y a jamais eu de tentative? Direct, non. Bon. Des menaces, des envies, beaucoup. C'est pour ça que nous sommes partis d'ailleurs. Dans la vie et l'œuvre de Semmelweis, on a l'impression que c'est une préfiguration de son propre destin, parce qu'il raconte l'histoire d'un personnage qui est quand on se dévoue à quelque chose, on est certainement mal compris. Et puis, c'est fatal, quoi. C'est en effet un destin qui est très, très similaire au sien, Semmelweis. Philippe Ignace Semmelweis, 1818-1865, médecin juif hongrois, découvre que la fièvre puerpérale est transmise aux femmes enceintes par les mains sales des médecins. Il réduit la mortalité de 20% à 4%. « Lavez-vous les mains ?» demande Semmelweis à ses patrons. Chassé et persécuté, il meurt fou. En somme, il était tout seul, absolument seul. Il s'était arrangé pour ça aussi. N'oubliez pas une chose, c'est que la vraie inspiratrice, c'est la mort, n'est-ce pas? Si vous ne mettez pas votre peau sur la table, vous n'avez rien. Il faut payer.